Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on fait un petit crossover de sport en vous parlant de la finale de la Coupe Stanley opposant les Oilers aux Panthers, la finale de la Champions League. On vous parle aussi du début de l'Euro et de la Copa América. Commençons donc avec la Champions League. Moi-même qui étais à Londres le 1er juin pour la Champions League, je peux vous assurer qu'il y avait énormément de fans du Borussia Dortmund, beaucoup plus en grand nombre que ceux du Real Madrid, le vendredi avant le fameux match. Et c'était toute une ambiance, je peux vous le confirmer. Donc j'avais moi-même fait une prédiction avant le match, qui était à 8h, heure de Londres. J'avais dit que ce match-là allait finir 2-1 pour le Real Madrid. J'avais dit un but de Vinicius Junior et une passe décisive de Toni Kroos pour son dernier match en carrière avec le Real Madrid. Et le match, il a fini 2-0, donc j'étais à un but d'avoir une prédiction presque parfaite. Ça a été un score de 2-1, comme j'ai dit. Dani Carvajal sur un corner de Toni Kroos qui a marqué avec la tête le premier but du match à la 74e minute. Et c'est Vinicius Junior, comme j'avais prédit, à la 83e minute, qui a marqué le deuxième but du Real Madrid. Le Borussia Dortmund, eux, n'ont marqué aucun but. Ça a vraiment été un match quand même assez serré à la première mi-temps. Le Borussia Dortmund a quand même exercé beaucoup de pressing offensif, mais Thibaut Courtois qui a encore une fois prouvé que c'était un des meilleurs gardiens de tous les temps, et ce qui a permis au Real de garder ce match à égalité après la 45e minute de jeu. Et comme j'ai dit, Dani Carvajal sur un corner de Toni Kroos qui a eu la passe décisive, comme j'avais prédit à la 74e minute, marque le premier but du match. Et après un jeu un peu décousu défensivement du Borussia Dortmund, c'est Vinicius Junior sans difficulté qui va marquer le deuxième but pour les siens. Et c'est comme ça que le Real Madrid, la troupe d'Ancelotti, gagne leur 15e Ligue des Champions de leur histoire. Le Real Madrid, c'est un record qui, d'après moi, ne sera pas battu d'sitôt. Il faut quand même dire que dans la même semaine que la Champions League, Kylian Mbappé a confirmé qu'il allait rejoindre la troupe de Carlos Ancelotti à la prochaine saison. Donc, est-ce que ça sera une 16e Ligue des Champions gagnée par le Real? Ce sera à voir, mais ça va être une troupe extrêmement dangereuse avec des gars comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Carvajal, Jude Bellingham. Ça va être une troupe qui, d'après moi, dans la Liga, elle va être soit invaincue pendant un certain temps, soit c'est une équipe qui va potentiellement gagner tous les gros titres à gagner dans les prochaines saisons à venir. Merci Jay. On va maintenant passer à la finale de la Coupe Stanley, Panthers contre Oilers. On adore tous regarder ces matchs. Ça brasse, ça joue avec précision, c'est juste des matchs parfaits. Commençons par regarder les matchs 1 à 3. Le match numéro 1 a terminé 3-0 pour Panthers. Le match numéro 2 a terminé 4-1 encore pour les Panthers. Le match numéro 3, 4-3 pour les Panthers encore. On voit très bien que les Panthers étaient actifs, étaient présents et veulent gagner la Coupe Stanley. Si on regarde les statistiques de ces 3 matchs, on voit très bien que les Oilers dormaient. McDavid, un des meilleurs joueurs au monde, qui a seulement 3 assists. D'habitude, c'est lui qui compte les buts, mais en le regardant, oui, il a 3 passes, mais je trouve qu'il jouait tout seul. McDavid était frustré qu'il perdait, et il sait qu'il est le meilleur, donc il patinait vite, essayait de déjouer les Panthers en jouant tout seul, mais rien ne fonctionnait. C'est sûr que si tu joues tout seul, et non avec ton équipe, c'est sûr que ça ira pas loin. Sinon, Leon Draisaitl, pas de but, ni de passe. Même chose pour Ryan Nugent-Hopkins, Mathias Janmark, Zach Hyman, comme vraiment ça marchait pas. Eux qui ont une passe, Evan Bouchard, mais à une fiche défensive de -4, Darnell Nurse avec une fiche défensive de -1, Brett Kulak aussi à -1, Adam Henrique -1. Comme je le dis, ça marchait vraiment pas. Sinon, eux qui ont montré un peu de leur présence, Ryan McLeod avec un but, mais a aussi une fiche négative de -2.
Warren Fogle, 1 but, mais a aussi une fiche de -2. Et Mattias Ekholm, 1 but et -2 aussi. Il a juste un joueur qui a une fiche défensive dans le positif, Philippe Broberg, 1 but et +1. Regardons un peu du côté de Stuart Skinner. Honnêtement, on se le disait toutes, ce n'est pas un gardien de série. Oui, il est bon, mais pas devant les Panthers. Toujours entre les matchs 1 à 3, a une fiche de pourcentage d'arrêt de .868 et une moyenne de buts de 3.13. On peut se dire aussi qu'il laissait des buts très faciles rentrer. Il doit se réveiller pour le match numéro 4. C'est aussi pas normal que Corey Perry se fait bencher, Kane et Cody Ceci aussi. C'est toutes des décisions bizarres à faire, quoiqu'ils font rien non plus. Regardons maintenant du côté des Panthers. Toute l'équipe ont quasiment 1 point. Evan Rodriguez avec 4 points, 3 buts, une passe, une fiche défensive de +4. Alexander Barkov, 4 buts, 2 passes. Sam Reinhart, 3 points, 1 but, 2 passes avec une fiche de +3. Anton Lundell, 3 passes puis une fiche de +2. Etsu Liostarinen, 1 but, une passe +3. Vladimir Tarasenko, 1 but, une passe +2. Nico Mikola, 1 but +2. Ekblad, 1 but +2. Et le dernier, Gustav Frosling, 1 assist et +4. On voit très bien que l'équipe entière était bien prêt et présent et veulent lever la Coupe Stanley. Le joueur qui me déçoit un peu, mon joueur préféré, Matthew Tkachuk, a juste une passe. Mais sinon, l'équipe est très solide. Surtout, le gardien de but, Sergei Bobrovsky, le meilleur gardien, a une fiche de pourcentage d'arrêt de .953 et une moyenne de but de 1.33. Ça, c'est une fiche parfaite que peu de gardiens peuvent accomplir en finale de la Coupe Stanley. Il faisait des arrêts impossibles, importants à arrêter, et c'était vraiment impressionnant à regarder. Maintenant, pour le match numéro 4, dont je veux discuter avec vous, ça a été tout qu'un renversement. On avait tout un doute que cette série allait pas finir en 4, mais pas avec un aussi gros score. Les Oilers remportent le match numéro 4 avec un score de 8-1. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait mal aux yeux de regarder ce match. Sergei Bobrovsky, après laisser 5 buts rentrer, se fait sortir. Non, mais c'est pas Bobrovsky, ça. Avant qu'il quitte le match, il a une fiche de pourcentage d'arrêt de .688 et une moyenne de but de 12.6. Du jamais vu. Sinon, Anthony Stolarz, lui qui l'a remplacé, a fini avec une fiche de pourcentage d'arrêt de .842 et une moyenne de but de 5.17. Il était mieux, mais c'était aussi son premier match de série à vie. Maintenant, du côté des joueurs, on peut clairement dire qu'aucun joueur était présent. Tarasenko, qui a marqué le seul but avec l'aide de Anton Lundell et Gustav Frosling. Premièrement, le premier but a été marqué à cause de Brendan Montour, qui a foncé dans Sergei Bobrovsky. Sam Reinhart aussi a très mal joué. Il faisait plein d'erreurs. Matthew Tkachuk était juste là à la fin pour brasser le tout et a une fiche défensive de -3. Même Aaron Ekblad a mal joué avec une fiche de -4. Comme j'ai dit tantôt, ça faisait mal aux yeux et on avait tout envie de voir les Panthers lever cette coupe ce samedi. Regardons du côté des Oilers qui ont fait leur job de ne pas se faire sortir en 4. Connor McDavid, 4 points et égalise et bat le record de Wayne Gretzky pour le plus de passes en série éliminatoire qui est 32 en ce moment. Sinon, tous les joueurs ont quasiment tout un point. Dylan Holloway qui a marqué 2 buts, Leon Draisaitl qui se réveille aussi avec 1 but, même chose pour Hyman. Même Perry a une passe, donc on voit très bien que les Panthers avaient de la misère. Il y a juste un petit commentaire que je veux mentionner. Ça fait 2 matchs de suite que les Oilers donnent des coups de genoux. C'est pas comme ça qu'ils vont gagner la Coupe Stanley en jouant rough de même. Maintenant, du côté de Stuart Skinner, on peut dire qu'il était très solide. Les Panthers avaient quand même beaucoup de tirs aussi. Il finit avec une fiche de pourcentage d'arrêt de 9.70
et une moyenne de but de 1. Honnêtement, il était prêt et actif. Panthers veulent finir ça et les Oilers veulent pas se faire éliminer. Ils méritent leur première coupe et nous voulons voir les rats sur la glace. Merci tout le monde. Donc allons-y maintenant de l'Euro. Et allons-y du match d'ouverture qui s'est officialisé le 14 juin entre l'Allemagne et l'Écosse. L'Allemagne qui est le pays hôte du tournoi cette année. Donc ça a été un match à sens unique vraiment et on a bien vu une grande domination de l'Allemagne à domicile face à l'Écosse. Une victoire écrasante de 5-1 sur l'Écosse. Ça a été un match extrêmement difficile pour l'Écosse. On s'est demandé aussi à plusieurs reprises quelle était vraiment la stratégie du coach pour affronter l'Allemagne. C'était une défensive à 3 premièrement et vraiment un pressing très léger et surtout on attendait plus que l'Allemagne vienne attaquer que le contraire. D'ailleurs, le seul but marqué par l'Écosse est par un joueur allemand, Antonio Rüdiger, qui a marqué contre son camp. Donc, officiellement, l'Écosse a réussi à marquer un but dans le tournoi sans avoir de tir au but. On a aussi vu dans le match un premier carton rouge dans le tournoi à Porteus à la 44e minute de jeu dans la surface de réparation qui a permis, entre autres, à l'Allemagne et à Kai Havertz de réussir le 3e but du match sur un penalty. Lors de la 2e journée maintenant, c'était l'entrée en scène de la Hongrie, la Suisse, l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie, les 4 dernières équipes qui font partie du groupe B et du groupe de la mort de cet Euro. Ça a été une grande performance de la part de la Suisse face à l'Hongrie qui ont complètement dominé les Hongrois avec une grosse victoire de 3-1. Du côté de l'Espagne maintenant, ça a été pour moi, j'ai l'impression, le match le plus intéressant de cet Euro pour l'instant. L'Espagne qui ont dominé de A à Z la Croatie, qui n'ont pas été capables de marquer aucun but dans ce match. Et l'Espagne a vraiment montré que son contrôle de ballon au milieu de terrain et ses relances rapides avec, entre autres, Lamine Yamal vont faire beaucoup de ravages à cet Euro. Du côté de l'Italie face à l'Albanie maintenant, on a tout d'abord eu un record avec un but en moins d'1 minute du côté de l'Albanie suite à une erreur du défenseur italien en remise de touche. Donc ça a été un but extrêmement rapide de l'Albanie marqué par Barjami. Et ça a été un match où vraiment l'Italie a eu quelques difficultés. On a réussi à marquer 2 buts rapides. Tout d'abord, Bastoni à la 11e minute et Nicolo Barella à la 16e minute. Ça s'est terminé 2-1 pour l'Italie, mais ça a été vraiment un match qu'on s'attendait à ce que l'Italie domine vraiment de A à Z, à un match finalement qui a été quand même extrêmement serré. Et il faut surtout souligner l'excellent match du gardien de l'Albanie, Strakosha, qui a effectué plusieurs arrêts importants sur les attaquants de l'Italie tout au long du match pour permettre à son équipe d'avoir quand même une chance de revenir dans le match et aussi une chance d'avoir peut-être son équipe à être meilleur 3e du groupe et peut-être de pouvoir passer au prochain tour puisque ils ont réussi à marquer un but, ce que la Croatie, dans le même groupe qu'eux, n'ont pas réussi à faire encore. Pour la 3e journée, c'était l'entrée en scène de 2 favoris du tournoi. Tout d'abord, les Pays-Bas qui affrontaient la Pologne. Ça a été un match qui quand même a été chaudement disputé. La Pologne qui a pris les devants, c'est Bouska qui a marqué le premier but pour la Pologne à la 16e minute. Celui qui remplace Robert Lewandowski qui est blessé pour l'instant. Mais ça a été une réplique par la suite de Cody Gakpo à la 29e minute et de Vesvergos à la 83e minute pour permettre aux Pays-Bas de remporter leur match d'ouverture de cet Euro et de prétendre encore une fois peut-être au titre. Dans le 2e match maintenant de la journée, ça a été un match nul, le premier match nul d'ailleurs de cet Euro entre la Slovénie et le Danemark.
Ça a été une domination totale du Danemark de la première minute de jeu à la dernière minute. Mais il y a eu sur corner un jeu chanceux, je dirais. Janza qui, à l'extérieur de la surface, reprend un ballon à la volée et ça dévie malheureusement sur un défenseur et ça a déjoué complètement Kasper Schmeichel dans les buts danois. Donc, malgré toute la domination du Danemark dans ce match, ça finit 1-1 et il n'y aura qu'un point seulement au Danemark, ce qui commence extrêmement mal leur Euro. Et l'un des grands favoris pour remporter le tournoi dans le troisième match aujourd'hui, c'était l'Angleterre qui affrontait la Serbie. Ça a été une victoire extrêmement difficile de l'Angleterre et avec ce qu'on a vu de ce match-là, ça fait extrêmement peur pour la suite des choses pour les Anglais. Ça a été un but à la 13e minute de Jude Bellingham et ça a été une excellente première demi pour les Anglais. Vraiment ont été dangereux dans la surface des Serbes. Mais tout ça a changé dès le retour de la mi-temps. La Serbie qui a vraiment été de tous les attaques possibles en deuxième mi-temps pour espérer marquer un but sur la cage de Jordan Pickford. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de le faire, mais ça montre que la Serbie est quand même un pays qui peut être extrêmement dangereux. Et on a vu, c'est juste un 1-0 face à l'Angleterre. Et l'Angleterre a eu extrêmement de difficultés à la deuxième mi-temps de suivre la Serbie et leur vitesse. Donc, ça promet dans ce groupe C entre la Serbie, la Slovénie, le Danemark et l'Angleterre. Ça risque vraiment de se jouer au deuxième et troisième match. Et peut-être bien que la Serbie pourrait causer une surprise grâce, entre autres, au match nul de la Slovénie et du Danemark et se glisser peut-être meilleur deuxième de ce groupe. Pour ce qui est du premier tour, les matchs qui restent à disputer, on a tout d'abord Roumanie-Ukraine, la Belgique contre la Slovaquie, l'Autriche contre un autre favori pour le tournoi, la France, la Turquie contre la Géorgie et un des plus grands favoris avec l'Angleterre, le Portugal contre la République tchèque. Ça sera disputé le 17 et 18 juin pour par la suite, le 19, recommencer avec le deuxième tour de ces phases de groupe. Donc, ça reste quand même déjà un tournoi extrêmement intéressant. Beaucoup de buts marqués. Quelques matchs où on a vraiment vu des équipes dominantes. Je pense tout d'abord à l'Allemagne qui a vraiment montré une domination totale sur l'Écosse. Et bien sûr, l'Espagne qui a dominé complètement Luka Modric et les Croates. Donc, ça reste pour le moment, pour moi, je dirais, les deux équipes avec le plus de confiance dans cet Euro. Il reste encore quelques matchs, comme je vous l'ai dit, à disputer dans la première ronde et on verra par la suite qu'est-ce qu'il y en est, mais ça reste que c'est un Euro avec extrêmement beaucoup de buts pour le moment et c'est ce qu'on aime voir du côté des tournois européens. Beaucoup de buts avec du jeu très beau à voir et c'est excitant pour la suite. Sautons maintenant à la deuxième compétition de soccer cet été, la Copa América qui va s'enclencher le 20 juin. Donc la Copa América, c'est beaucoup plus petit comme compétition que l'Euro. Donc c'est 16 équipes seulement qui y participent. Ces 16 équipes sont l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay, le Venezuela, le Panama, le Mexique, la Jamaïque, les États-Unis, le Costa Rica et pour la première fois de leur histoire, le Canada sera présent dans cette compétition. Le Canada a réussi à accéder pour la première fois à la compétition grâce à une victoire en match de barrage face à Trinité et Tobago, une victoire par la marque de 2-0. Grâce à des buts de Kyle Larin et de Schaffelberg. Donc, ça a vraiment été un parcours depuis la dernière Coupe du Monde où le Canada ont quand même démontré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les plus grands clubs au monde.
ça a été un parcours quand même un peu difficile. L'entraîneur John Herdman, qui était à la Coupe du Monde, a démissionné. Ça a été par la suite un intérim de Mauro Biello pendant quelques mois. Et juste avant la Copa América, quelques semaines avant, on a annoncé du côté du Canada que c'est Jesse Marsch qui était le nouvel entraîneur et on a vu ce que ça a donné. Malgré une défaite en match amicaux face aux Pays-Bas 4-0, le match suivant face à la France de Kylian Mbappé, ça a été quand même un gros résultat de 0-0 avec quand même un excellent match et ça a été un excellent match contre la France de Maxime Crépeau, le gardien de but. Donc c'est avec quand même une certaine confiance qu'on arrivera en Copa América grâce à ce 0-0 face à la France. Parlons un peu de l'effectif qui sera présent à la Copa América pour le Canada. Donc tout d'abord, l'entraîneur Jesse Marsch a officiellement nommé son équipe de 26 joueurs. Donc 14 joueurs qui vont représenter la MLS, qui est quand même excellent pour la Ligue nord-américaine. D'ailleurs, le tournoi va se passer aux États-Unis, donc c'est excellent d'avoir plusieurs joueurs de la MLS qui vont participer à la maison. Maintenant, allons-y des joueurs des plus importants qui ont été retenus dans ce 26 de départ. Donc tout d'abord dans les buts, sans surprise, Maxime Crépeau des Timbers de Portland sera vraisemblablement le gardien partant. En défensive, on a bien sûr Alphonso Davies du Bayern Munich, Alistair Johnson du Celtic, Richie Laryea du Toronto FC, Kamal Miller des Timbers de Portland et Joel Waterman du CF Montréal. Pour les milieux de terrain, on a Mathieu Chouanière du CF Montréal, Stéphane Estaquio du FC Porto, Ismaël Koné, ancien du CF Montréal qui est présentement avec Watford en Angleterre, Jonathan Osorio du Toronto FC et le capitaine du CF Montréal, Samuel Piette. Pour ce qui est des attaquants, maintenant, on a Tajon Buchanan de l'Inter Milan, Jonathan David de Lille, Kyle Larin de Mallorca et Jacob Schaffelberg de Nashville dans la MLS. Ça va commencer extrêmement rude, par exemple, pour le Canada qui, le 20 juin, vont affronter l'Argentine de Lionel Messi dans le match d'ouverture de la Copa América. Donc ça va être déjà un match qui va être chaud en émotion et qui risque pour le Canada de dicter un peu s'ils réussiront à passer au prochain tour ou non. Quand même, il y a quelques chances puisque le deuxième match de leur groupe, le 25 juin, sera contre le Pérou et le 29 pour le troisième match de leur groupe contre le Chili. Donc, honnêtement, contre l'Argentine, il y a peu de chances qu'on réussisse à l'emporter, malgré le nul que je vous ai parlé un peu plus tôt face à la France en match amicaux. J'ai l'impression que l'Argentine vont attendre de pied ferme le Canada. Mais contre le Pérou et le Chili, on a quelques chances d'avoir quelques points dans ces deux matchs-là. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le Canada pourrait peut-être être meilleur deuxième de son groupe et réussir à passer au prochain tour, ce qui serait excellent pour une première participation en Copa América. Pour en revenir vite à l'Euro, j'aimerais entendre les prédictions de chacun autour de la table, à savoir qui finira premier et deuxième de l'Euro cette année. De mon côté, je vais y aller d'un France contre Angleterre. Pour moi, l'Angleterre, c'est l'équipe vraiment qui, d'après moi, devrait remporter ce fameux tournoi de l'Euro. Mais la France, pour moi, serait vraiment le runner-up et ça pourrait être vraiment une finale très mémorable, un peu comme la Coupe du Monde quand Messi l'avait remporté, avait été spectaculaire. Moi aussi, je vais aller avec la France contre l'Angleterre. Je trouve que l'Angleterre, c'est une équipe solide. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Puis la France aussi, avec Mbappé, Dembélé, etc. Comme c'est tous des joueurs incroyables. Puis, mais sinon, eux qui vont gagner l'Euro, je pense que ça va être la France. Moi, honnêtement, je serais très satisfaite si la France gagnerait l'Euro.
Pour ma part, avec ce que j'ai vu depuis le début du tournoi, malgré qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas encore joué leur premier tour, j'ai l'impression que l'Espagne ira en finale face au Portugal et que l'Espagne pourrait remporter un autre trophée européen à son palmarès. Maintenant, pour la Copa América, j'aimerais savoir si vous pensez que le Canada va être capable de se rendre au prochain tour après la phase de groupe. Ça fait quelques années qu'on voit le Canada évoluer comme équipe et je pense que cette année, on voit vraiment qu'il y a quand même un assez bon pic. Donc, je dirais qu'il serait quand même capable de passer à un prochain tour. Le Canada, c'est évidemment pas le club international qui est le plus valorisé, comme, admettons, l'Argentine avec Lionel Messi, mais c'est vraiment un groupe qui peut vraiment surprendre. Un très bon underdog. Moi aussi, je vais dire que je pense qu'il pourrait passer au premier tour grâce au match nul qu'on a regardé contre la France. Je trouve que grâce à ça, on peut voir qu'on a quand même une équipe solide puis qui pourrait facilement passer le premier tour. Pour ma part, j'ai l'impression que ça va jouer surtout sur le premier match face à l'Argentine. Si le résultat est quand même positif, et quand je dis positif, c'est pas nécessairement une victoire ou un match nul, mais peut-être juste avoir une défaite de 2-0, 1-0, si cela arrive, c'est peut-être là où ça va pouvoir se jouer, où les joueurs vont pouvoir se dire, on a le Pérou après, on a le Chili, on peut réussir à les vaincre ou aller chercher des points qui vont pouvoir nous permettre d'être meilleur deuxième, donc c'est une possibilité. Je pense que le Canada a une chance de passer le premier tour. Est-ce qu'ils seront en mesure de le faire? C'est ce qui reste à voir. Mais il faut dire que à la comparaison entre la Copa América et la Coupe du Monde qu'ils ont disputée, le niveau de jeu en Coupe du Monde est beaucoup plus relevé qu'en Copa América. Donc, il y a beaucoup de chances que le Canada réussisse à passer le premier tour. Merci tout le monde pour ces informations très intéressantes. C'est ce qui va conclure aujourd'hui cet épisode de Sur ce, bonne soirée. Merci encore d'avoir été à l'écoute. J'espère que nous vous avons instruit autant que divertis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.